Ja. So, die Damen und die Herren. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Max Avensten et je suis premier échevin de la ville de Dieppach. Je présente les excuses de notre bourgmestre qui ne peut pas être présent ce soir, mais le projet que nous allons présenter lui tient très à cœur. Alors d'abord, les invités d'honneur. Monsieur Bausch, ministre et vice-premier ministre, Monsieur Noyers, Monsieur Leclerc. Au fait, je suis extrêmement heureux que nous puissions accueillir ce soir autant de personnes, que vous ayez trouvé le chemin, parce que ce projet, au fait, est en route depuis très très longtemps, depuis 2005, au fait, où il était pour la première fois question dans les conseils échevinaux et communaux, où on parlait pour la première fois de la ligne ferroviaire Pétange-Luxembourg à 2 voies. Et déjà à l'époque, le contournement aurait dû être prêt. Depuis 2012, la mise à 2 voies est en place. C'est super pour tous ceux qui peuvent en bénéficier. Mais les résidents autour de ceux qui vivent sur les chemins de traverse. Également, désolé pour tous ceux qui sont le long des lignes qui sont à la barrière, notamment parce que la barrière est fermée très souvent. Il y a énormément de trains qui passent. Bref, le contournement est tout à fait nécessaire et n'a jamais été remis en cause, mais il y a des problèmes, vous l'avez remarqué. D'abord, il y avait des propriétaires qui ne voulaient pas vendre leur terrain, la procédure d'expropriation, je vous rappelle le dossier de Elange, et puis toute cette procédure qui a mis énormément de temps, et puis problème avec les autorisations. Mais ce soir, nous voulons regarder vers l'avenir et parler de ce contournement qui va devenir réalité. C'est une pièce d'un puzzle extrêmement important pour notre commune, mais également pour Récange sur Metz, pour la qualité de vie, pour le bruit, pour toutes les nuisances dues au bruit, à la circulation, et également tous les itinéraires bis qui sont utilisés et qui réduisent la qualité de vie. Et le fait que le contournement va se faire, cela va ouvrir des portes à d'autres réflexions également pour d'autres agglomérations. Nos agglomérations vont, et c'est important, et c'était même sur l'invitation, nous allons relier le chemin cyclable. Nous nous en félicitons. Alors, bonne soirée à vous tous. Sera ici au Centre culturel et vous également devant votre écran, notre événement, bien entendu, sous Covid-check. Je donne la parole au bourgmestre de Récange. Oui, la technique exige certaines adaptations. Le micro n'est peut-être pas compatible avec ma barbe. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Cela montre votre intérêt. 2 communes travaillent à ce projet. Max l'a dit, mais j'ajouterais que les riverains de Lampoche vont également être très heureux, vont faire la même chose que moi. On ne passe plus de Récange à la gare de Dieppach, mais par la gare de Schuller pour passer à Récange. On cherche les solutions de facilité, donc les itinéraires bis
Alors, vous avez déjà eu ce problème, Zanem, Lampech, Récange, direction ville. Maintenant, vous allez connaître une séparation avec la nouvelle voie principale, la gare de Schuler, aller vers Monrush, Schuweiler. Si vous regardez sur le site de RTL, vous regardez la circulation, eh bien vous voyez que chez nous, on a toujours un gros point rouge. Mais je dois remercier également des personnes, à savoir que tous ceux qui ont continué à travailler malgré les difficultés. Merci, merci, parce que dès le départ, la mairie de Récange n'avait pas de doute concernant ce projet, mais la mobilité douce, tout comme les riverains de Dipart, nous donnons la possibilité aux gens de se promener, d'y aller avec leurs poussettes, leurs vélos, partout, et d'offrir tout cela. Mais le contournement va représenter un problème pour ceux qui vont vers la gare de Dipart. Nos déléances, il y a 12-13 ans, c'était cela. C'était que nous avions demandé une passerelle sans escalier. La topographie le permettrait au niveau du vieux moulin. Donc, de tout cœur, merci au ministère, mais également l'équipe de Ponts et Chaussées. Nous avons découvert avec plaisir que cette passerelle se trouve sur les plans. Donc, un grand merci. C'est-à-dire qu'au cours des 12 derniers mois, il y a eu une excellente coopération entre les ministères, Ponts et Chaussées, les différentes communes. Je crois que ça vaut la peine de relever. Voilà pour ce qui me concerne. Et je donne la parole à Monsieur le ministre. Si je me souviens bien du programme. Merci. Le micro est branché. Merci beaucoup pour ces mots aimables des conseils communaux et chevinaux. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et je commence avec un mot. Ouf, enfin. Cela fait 8 ans que je suis ministre des Travaux publics. J'ai lancé beaucoup de projets. Celui-ci, déjà, était sur mon bureau tout au début. C'était important pour moi de le réaliser, mais dans mes souvenirs, cela restera collé comme quelque chose qui n'a pas fonctionné comme cela aurait pu et dû. Je suis quelqu'un par nature d'impatient. Et j'étais souvent impatient et frustré comme vous, également les conseillers des échevins et des communes. Mais tournons-nous vers l'avenir, soyons positifs. Le projet, Laurent Voltaire de mon administration va vous le présenter, ce projet. Alors, pourquoi est-ce que ce projet est important? Eh bien, d'abord, il a son importance pour vous. Vous ne serez plus arrêté par la barrière, mais la suppression du passage à niveau, justement, revêt de l'importance. D'abord, la sécurité. Les CFL, malheureusement, connaissent encore des accidents au niveau des passages à niveau. Malheureusement, c'est le cas. Les CFL et moi-même, nous voulons éliminer un maximum de passages à niveau. Nous avons un programme pour cela et nous essayons dans un calendrier assez serré de réaliser ces projets. Bon, ici, ça a pris beaucoup de temps, mais vous connaissez les circonstances. Mais de manière générale, cela avance plutôt bien et vous le verrez, une fois que le projet est lancé, nous allons avancer à grands pas. Il y aura de la construction, mais il y a également 2 autres
raisons qui montrent l'importance. C'est bien entendu la fluidité de la circulation, mais pour les CFL également, la suppression du passage à niveau est importante également pour la circulation des trains, la fluidité de cette circulation, parce que tout passage à niveau freine, parce qu'il faut faire attention à la sécurité. Cela a une influence sur la cadence, sur le déroulé. Et dernier point, et cela a déjà été évoqué, tout passage à niveau supprimé donne une possibilité aux urbanistes de mieux organiser la ville ou l'agglomération, raison pour laquelle je suis persuadée que ce programme est excellent et qu'il va se poursuivre à travers tout le pays et qu'en fin de compte, même si cela va prendre du temps, nous allons supprimer tous les passages à niveau. Merci et excusez-moi. Cela aurait dû aller plus vite, mais merci pour votre patience. Merci également pour la bonne coopération avec les échevins et merci à Laurent Voltaire qui lui aussi a dû faire preuve de beaucoup de patience et sans attendre, je lui donne la parole. Eh bien, bonsoir également de ma part. C'est moi qui vais vous accompagner à travers le programme de cette soirée. Donc, nous allons parler ce soir de la suppression du passage à niveau avec la situation existante, mais également l'historique. Nous allons décrire le projet. Nous allons voir comment nous avons donné la place à la mobilité douce, voir ce que l'on peut faire avec la traversée lorsqu'il n'y aura plus de voitures, les autorisations également qui sont à l'origine des retards. Nous allons parler de l'étude d'impact environnemental et l'état d'avancement actuel ainsi que le phasage, le planning en d'autres mots. La situation existante, voilà de quoi il s'agit. Donc, Récange dit par en noir le passage à niveau qui est très souvent fermé, que nous voulons supprimer. Et en pointillé, le contournement à venir. Voici une image prise depuis un drone. Vous voyez les CFL, le passage à niveau, la route des Trois Cantons et le chemin vers le pont qui est déjà construit. Donc le passage à niveau, la ligne ferroviaire. Et voilà à quoi cela pourrait ressembler. Ce n'est pas ce qui existe, mais c'est la situation projetée avec les différents points sur lesquels nous allons revenir au fur et à mesure de notre soirée. Alors, l'historique du projet. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un projet commun entre les ponts et chaussées et les CFL. C'est toujours le cas, ou presque toujours le cas, lorsque nous travaillons sur la suppression du passage à niveau et les coûts sont partagés. Le contournement de Die-Park-Gare s'inscrit donc dans le cadre du projet de mise à deux voies de la ligne de chemin de fer Pétange-Luxembourg. C'est déjà fait, c'est fait depuis 2012 et donc a pour objet la suppression de ce fameux passage à niveau. C'est un projet séparé parce que ce n'était pas encore dans le projet de loi. Nous avons 8000 véhicules sur la route des Trois Cantons. Actuellement, donc vous connaissez cette situation, c'est le passage qui est pratiquement toujours fermé jusqu'à 40 minutes par heure aux heures de pointe. On utilise ce trajet peu souvent du fait que l'on connaît la durée. Quel est notre objectif? Bien entendu, améliorer la sécurité, aussi bien pour les trains. On l'a vu à Bertrange, il peut y avoir des accidents. Nous voulons améliorer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Nous voulons également rendre la circulation plus fluide. Donc,
améliorer la qualité de vie, moins de NOx, et puis éviter qu'on utilise les itinéraires bis. Et puis les gens qui vivent le long de ces routes, eh bien, savent que c'est assez sale. Alors, pour voir cet ouvrage qui a été construit lors de la mise à 2 voies de la ligne de chemin de fer, il faut y aller, on ne le voit pas forcément toujours. C'est un passage de 39 mètres avec un gabarit libre sous ouvrage de 9,30 mètres. La description du projet, eh bien, de haut, vue de haut toujours, une traversée de départ-gare, au nord le projet qui arrive au rond-point. On rajoute un passage pour vélo. Le laser n'est vu que pour les personnes qui sont en salle. Voilà le passage qui est déjà construit et la situation générale en tranchée couverte pour éviter le bruit. Une tranchée couverte de 125 mètres qui va de Dieper-Schuweiler en carrefour hanté. Vous voyez là une modélisation et au milieu, c'est la renaturation de la Multerbach. Nous sommes sur la N13, la route des 3 cantons extrêmement importante, reliant l'A6 à la N6 à l'ouest. Donc, c'est important et nous voulons que l'on continue à utiliser cela, qu'il n'y ait pas d'itinéraire bis. Ça a été développé d'après la norme allemande RAL 2012 sur une vitesse de référence de 70 km/h. Alors, les croisements, les carrefours, du côté Schuweiler carrefour en T, côté Récange, un giratoire à 3 branches et sur la traversée, un giratoire à 4 branches. On nous a posé la question cet après-midi, pourquoi un T, ailleurs un giratoire? En fait, des 2 côtés, on aurait pu mettre un carrefour en T. On a décidé d'un giratoire parce qu'il aurait fallu faire beaucoup de terrassement. Et cela aurait obligé à avoir des pentes également. Le rond-point permet de ralentir la circulation sans avoir tous ces terrassements. Donc c'est moins onéreux et plus simple également. Autre élément, la pollution visuelle. Nombreux sont ceux qui pensent que l'éclairage public sera dérangeant. Non, on a essayé de réduire cette pollution lumineuse pour les 2 giratoires et la tranchée couverte. Voici le gabarit routier. Vous voyez qu'il s'agit de 2 voies de circulation avec au milieu une 75 cm de voie de sécurité du remblai avec le chemin cyclable. Ça, ce sont nos propres normes, mais nous avons appliqué également les normes RAL. Ici, peut-être qu'on aurait moins insisté dans le passé, mais nous avons énormément de terrassement, 120 000 mètres cubes de terrassement, 160 000 mètres cubes de remblai. Jadis, on aurait enlevé le déblai mis sur une décharge, alors que nous allons procéder différemment. Nous allons utiliser ce déblai dans le remblai, ce qui fait qu'il y aura une optimisation et nous aurons à ce moment-là seulement 40 000 mètres cubes de matériaux d'apport. C'est une gestion qui est optimisée également il y aura moins de circulation
puisqu'il y aura moins d'aller-retour des camions. Vous voyez une photo de la manière dont cela se fera avec la machine. Un traitement à la chaux. Voilà, gestion de l'eau maintenant. Nous avons maintenant rajouté une capacité totale de rétention à 300 mètres cubes. Nous avons rajouté un bassin de rétention de 370 mètres cubes et 2 canaux de rétention, parce qu'il y a toujours de l'eau sur la chaussée, de l'essence, de l'huile, etc. Et il faut prévoir cela pour que, et avec bien entendu un nettoyage, un appurissement de cette eau. La réalisation d'une zone de renaturation de la Multabar, le bassin, vous voyez les en bleu à gauche, et nous voyons également que nous avons essayé de bien intégrer cela dans le paysage. Qu'avons-nous étudié? Au fait, nous avons fait un avant-projet déjà en 2004. C'est la raison pour laquelle, avec la mise à double voie, nous avons déjà prévu un certain nombre de choses. Il y a eu une mise à jour du projet en 2017, notamment avec les élargissements, les optimisations, de nouvelles emprises également. Donc, avec le dossier de 2007 qui s'est retrouvé dans un tiroir, on a gagné en expérience, mais également la politique y a réfléchi davantage. Les dossiers des emprises et ces mises à jour, c'est fait à nouveau entre 2010 à 2015. Nous avons optimisé la gestion des matériaux. Nous avons, je l'ai déjà dit, ajouté une bande médiane de 75 cm, rajouté des passerelles. Puis, il y a eu le projet de la zone de renaturation. En 2016-2017, il y a eu des études géotechniques qui ont été faites. Nous travaillons ici dans la présence de nappes phréatiques, donc il a fallu adapter un certain nombre de choses. Le dossier de soumission prêt en septembre 2019, encore quelques modifications, changement du passage inférieur pour un passage supérieur, suppression d'une passerelle cyclable, mais moyennant l'adaptation d'un ouvrage hydraulique. Et cette année encore, cet été, on y a travaillé d'arrache-pied suite à la gestion de l'eau. La zone de renaturation a été retravaillée, on a rajouté les volumes de rétention, on a prévu le désuileur dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, les bermes, tout a été adapté, les ajouts d'un chemin agricole, la berme dans les talus, l'inclinaison des merlons. Il y aura très peu de points de contact avec la circulation. Alors les emprises, ça y est maintenant, les acquisitions sont en cours, l'expropriation est terminée en 2019. En 2017, il y a eu un audit du projet, puisqu'il s'agit quand même d'un projet d'une certaine envergure. C'était le bureau d'ingénieur Langenbach de Dresde qui avait fait ce travail, qui nous a donné conseil et qui a donné lieu à certaines adaptations dont je vous ai parlé il y a un instant. Les images en 3D, voyons certains lieux de croisement. Dit par Schuller en 3D, au sud le carrefour de raccordement côté d'Ipar Schuweiler, à gauche également l'entrée vers la tranchée couverte. Idem de l'autre côté, sauf qu'il y aura un rond-point, donc un giratoire avec un raccourci
raccordement côté Récanche-sur-Metz, donc, et l'ancienne traversée, comme ce n'est plus comme c'est devenu un cul-de-sac, eh bien, ne sera utilisé que par les riverains. Carrefour N13 CR103, un giratoire, mais un giratoire local de 18 mètres, c'est tout à fait suffisant. Il y a des passages combinés et pour piétons et pour cyclistes. Alors, combien d'ouvrages? Voyons cela. La tranchée couverte à gauche, l'ouvrage dont j'ai déjà parlé, passage supérieur, point de vue CFL, bien entendu depuis la rue, c'est un passage inférieur. Ensuite, pour les vélos et la passerelle de mobilité 12, les différents ouvrages, les voici, la tranchée couverte, l'entrée à droite et à gauche, 125 mètres de longueur, 2 trémies d'accès de 50 mètres de long, donc 225 en tout, un gabarit Paris. Le tout est sous eau, entièrement dans la nappe phréatique, mais le tube est suffisamment long pour qu'il n'y ait aucun danger. Tranchée couverte depuis le haut, l'entrée, sous le rond-point, donc pas possible. On nous a demandé est-ce qu'on ne peut pas faire le rond-point devant. On voit ici que ça ne nous aurait servi à rien parce qu'on aurait dû l'enlever par la suite pour faire la tranchée couverte. Maintenant, le passage supérieur pour les vélos et les tracteurs, 15,75 m sur 5,50 m, avec toujours les vélos. Ici, une passerelle pour mobilité douce réservée aux bicyclettes, donc moins large, en acier, avec une dalle en acier, en béton armé. Voilà la réalisation de mesures de protection phonique cette fois-ci. Donc, des modelés de terrain et digues. Donc, tout ce qui est au rouge, ce sont les digues ou les modelés de terrain pour empêcher le bruit. Au milieu, la tranchée couverte également pour freiner le son. Et le long de la Multabrach, on a fait un écran anti-bruit parce qu'il n'y avait pas de place pour une digue. Alors, combien de bruit y aura-t-il? Voilà à quoi cela va ressembler. Dans la traversée, on voit que tout est en jaune. 99% des voitures qui vont passer par là, à proximité des maisons, tout sera en zone jaune, donc nettement mieux que maintenant. Un schéma pour les écrans anti-bruit, des digues de 2,50 m, une fois comme mur et une fois comme remblai. Donc une véritable digue, comme vous les voyez ici, modelage. On voit que cela s'intègre plutôt bien dans le paysage. Vous pouvez le voir le long de l'autoroute de Dudelange. Ça s'intègre bien et la digue sera plantée. Et ce sera agréable à regarder. Voilà, Monsieur Bombardella qui reprend brièvement pour parler de ce qui se passe au niveau des CFL. Bonsoir. Monsieur Voltaire vient de vous présenter des informations fort intéressantes sur le contournement et bientôt il va continuer à vous fournir des détails supplémentaires. Mais moi j'aimerais saisir cette occasion pour
vous présenter les infrastructures ferroviaires qui seront construites les prochaines années à Dipar-Rekange. Alors, la mise à 2 voies a été réalisée et à l'époque, les arrêts ont été modernisés et les quais ont été construits sur une longueur de 190 mètres. Du côté de Dipar, ça n'a pas été possible pour 2 raisons. D'une part, direction Schuweiler, il y a des rails pour desservir Kuwait, et puis direction Le Lange, il y a le PN5. Donc, une fois que le contournement sera réalisé, à ce moment-là, nous pourrons enfin agrandir le quai ou le porter à 190 mètres. Donc, le projet de contournement et la suppression du passage à niveau 5 n'est pas simplement un projet de suppression pour les raisons qui ont été évoquées, mais il s'agit également d'un projet qui nous permet de construire les infrastructures ferroviaires dont nous avons besoin aujourd'hui et demain. Ça, c'est le premier projet que nous allons réaliser une fois que le passage à niveau sera supprimé. Ensuite, du côté de Rekange, il y a l'accès au souterrain. À l'heure actuelle, les travaux ne sont pas finis. Il y a un escalier du côté de départ et une rampe, également pour la mobilité douce, pour les poussettes, pour les vélos, qui n'est pas encore construite du côté de Rekange. Donc, il sera possible de terminer cette rampe également. Pour ceux qui prennent le train à Dipar, ils et elles savent certainement qu'il y a quelques dégâts du côté des dalles. Il y a eu des problèmes d'infiltration, pas simplement à Dipar, mais sur d'autres arrêts de cet itinéraire. Donc, cela sera remplacé par un système plus durable. Et cela se présentera mieux également. Ensuite, un dernier projet à Dipar-Rekange, en effet, un parking, la construction d'un parking. Nous avons aujourd'hui 85 emplacements de parking à Dipar-Rekange. Nous avons acheté 2 parcelles de plus qui nous permettront de réaliser une extension du parking. Bien sûr que ce serait une excellente chose si les gens venaient à pied ou prenaient le vélo, mais c'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui resteront tributaires de la voiture, et donc pour tenir compte de cette augmentation de voyageurs dans les années à venir, nous allons donc agrandir le parking pour qu'au bout du compte, nous disposions de 170 emplacements de parking, donc le double par rapport à la situation actuelle. Donc voilà les projets qui sont prévus pour Dipar-Rekange, et j'en ai déjà terminé. Je repasse la parole à Monsieur Voltaire. Me revoici. La prochaine diapo nous montre le revers de la médaille, à savoir le budget. Alors, vous voyez ici les chiffres à l'écran. 9 milliards pour la première partie voirie et infrastructure, et puis la tranche est couverte de 125 mètres de 6 millions d'euros. Au total, 20 millions d'euros, TVA comprise, TTC. Comment avons-nous intégré la mobilité douce dans le projet? Je vais commencer par la piste cyclable existante. Ce sont les tracés en vert. Ici, le vélo vient de plusieurs endroits, comme vous le voyez, Limpar, Écrange, Rekange, Sanem. Alors, ici, l'on voit ce qui est prévu pour le vélo à l'avenir. Il y a la PC 9 de Sanem, en passant par Limpar, on ajoute une partie en bleu. Et puis, cet itinéraire continue direction Rekange. PC 35, ce sera une nouvelle piste cyclable. Ce sera un itinéraire principal qui suivra la voie ferrée, gare de Schuweiler, gare de Dipar, et passera par la piste cyclable actuelle en direction de Gravelsbarrière.
Et il sera possible de circuler en vélo de Diepesgar à Dieper sur site propre, d'arriver à la N5. Et il est possible de passer par des chemins ruraux, par les bois. Pour arriver en site propre. Bon, ce ne sera pas réalisé immédiatement, mais je vais vous montrer les projets cyclables réalisés avec le contournement. Alors, la PC 35, c'est un itinéraire important. Même le lycée de ma mère sera raccordé à cet itinéraire. Et puis, il y a également une possibilité de connexion vers Luxembourg-Ville. Qu'allons-nous intégrer dans le projet? Eh bien, un raccordement à la piste cyclable qui accompagnera le contournement. Ici, nous allons intégrer le vélo. Du côté de Récange, même chose. À partir de la traversée, nous allons créer une liaison. Donc, une passerelle sera construite. Et puis, de la gare de Dieper, comment arriver au contournement? Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut remonter par ici ou choisir les chemins à travers les champs pour arriver à la piste cyclable. Donc, à côté de la digue, vous voyez la piste cyclable. Et bon, vraiment, la piste cyclable accompagne le projet de A à Z. Apaisement de la traversée de Dieper-Gare. Bien sûr, ce sera fait une fois que le contournement sera réalisé. Et là, nous avons une certaine liberté. Ce sera un cul-de-sac des deux côtés. Donc, cela crée pas mal de possibilités. En bleu, il s'agit de la traversée. Ce sera un cul-de-sac. Bon, les piétons, les cyclistes pourront circuler, bien sûr. Voici une photo de Hopscheid. Bon, ce n'est pas pareil. C'est vrai, il y a encore pas mal de circulation automobile. Ici, c'est une zone 30, mais ici, nous pourrons aller plus loin. Nous pouvons créer une zone de rencontre et nous allons voir cela avec la commune. Mais ce projet, ce sera après la réalisation du contournement. Il n'est pas encore dans la planification non plus. Ce sera pour après. Ensuite, les autorisations. Quelles autorisations avons-nous demandé? Que reste-t-il à demander? Voici une liste, commençant par le plus simple, les autorisations des communes. Nous avons demandé une autorisation de construire en 2018. Nous l'avons obtenue en 2018. Nous avons demandé une prorogation. Elle nous a été accordée. Pour la commune de Récange, même chose. Nous avons demandé une prorogation qui a été accordée. Les autorisations environnementales, là, ça a pris un peu plus de temps. L'administration de la gestion de l'eau, nous leur avons demandé des autorisations en 2011, 2016, en 2018. Il en va de même pour l'administration de la nature et des forêts. Là, nous avons fait une demande en 2010, 2014, 2016. Nous avons demandé une nouvelle en 2018. Pourquoi? Parce que le projet a été modifié. Ce sont les petites modifications que je vous ai montrées. Et puis, il y a eu un ajout. Le tracé touche une zone Natura 2000, une zone de protection des oiseaux. En vert, la zone de protection, la zone oiseaux, et en jaune, donc la partie concernée. Donc là, nous nous retrouvons dans une nouvelle constellation. Une nouvelle loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement a été adoptée en 2018 et il faut absolument examiner toutes les incidences sur cette zone. La population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat, le patrimoine culturel, le paysage et l'interaction entre tous ces facteurs, tous ces éléments-là doivent faire l'objet d'une évaluation prescrit la loi. En plus, la loi du 18 juillet 2018 va un peu plus loin encore et chaque incidence doit être évaluée. Il faut voir ce que l'on peut faire mieux. Il faut voir également si l'on détruit quelque chose, comment compenser cette destruction. Maintenant, nous allons vous expliquer ce qui a été fait d'un point de vue de l'étude d'impact environnemental. Qu'est-ce qui a été examiné? Il s'agit en fait de l'EIE, l'étude d'incidence environnementale. Tout d'abord, une vérification préliminaire qu'on appelle scoping
avril 2020 à août 2020. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps? Eh bien, il faut vérifier chaque élément. Les espèces animales, les espèces végétales, la période de floraison, etc. Toute une série de détails sont examinés. À la fin 2020, nous avons envoyé la vérification préliminaire d'autorités compétentes et nous avons reçu un avis de ces autorités compétentes, donc, où il nous a été dit qu'il fallait encore modifier des petites choses. Et puis, depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur ces petites modifications, les bassins de rétention, la renaturation de la Moltabar notamment. Quelles sont les prochaines étapes? Maintenant, il s'agit de présenter le projet, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ensuite, une consultation publique se tiendra et vous, en tant que citoyen, pourrez consulter le projet et puis une conclusion motivée et le gouvernement prendra une décision en mars 2022, probablement, puis un arrêté ministériel. Donc voilà toutes les autorisations. Cette procédure couvre également toutes les autorisations requises. Voici les bureaux d'études qui ont travaillé sur l'aspect environnemental. Tout d'abord, le bureau MUL-APBM s'est penché sur l'étude de la qualité de l'air. Le bureau ATEC a examiné l'étude acoustique. Ecorat pour l'inventaire avifaune, espèces d'oiseaux. Prochirop, chauve-souris. Et Forersa pour les inventaires, autres groupes faunistiques. TR Engineering, bilan écopoint, mesure CFF avec Sicona West, Eurofin pour l'analyse Moultert et l'inventaire avifaune a été réalisé par Milvus GmbH. Nous allons maintenant examiner les différentes étapes qui ont été analysées. Bon, notre spécialiste l'aurait mieux expliqué que moi, mais il est en congé, donc je vais faire de mon mieux. La santé humaine a été examinée, la pollution de l'air. Alors, l'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un dépassement des valeurs limites concernant le dioxyde d'azote ou les particules fines. Le bruit. Les valeurs limites sont dépassées à l'heure actuelle. Dès que le contournement serait réalisé, de manière générale, nous resterons sous le seuil, sauf quelques petites exceptions. Ensuite, récréation. Bien sûr, nous allons morceler les paysages et donc des zones récréatives en souffriront. Il y aura un impact. Il y aura un impact visuel de la route et de ces ouvrages. Ensuite, quels sont les réseaux existants? Et le patrimoine. Le patrimoine, ce sont des sondages et les fouilles archéologiques qui doivent être réalisés et qui doivent encore être réalisés cette année. Paysage, même chose. Le contournement va morceler les paysages et entraîner du bruit, de la pollution lumineuse, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, la faune. 22 espèces de papillons diurnes protégées au niveau national, dont une espèce protégée au niveau européen, sont concernées. Le cuivré des marais. Vous voyez l'image ici à gauche. 4 amphibiens protégés au niveau national et 2 espèces de reptiles, dont une protégée au niveau national et une protégée au niveau européen. Le lézard des murailles, notamment. 42 espèces d'oiseaux qui nidifient dans cette zone. 4 espèces de chauves-souris et 3 groupes d'espèces supplémentaires. Donc, ces habitats qui seront détruits devront faire l'objet de compensations pour que ces espèces animales trouvent de nouveaux habitats. Il en va de même pour la flore. Là aussi, toute une série de biotopes ont été examinés. Certains biotopes seront détruits ou dégradés. Là, il s'agit de sources de plantes d'eau, de friches humides, de prairies maigres de fauches, de prairies humides du caltion, de haies, d'arbres. Donc, tout ce qui sera détruit devrait faire l'objet de compensation, être reconstruit ou réaménagé ailleurs. Ensuite, les zones protégées doivent être examinées. Bon, le plus important, c'est la zone oiseaux, zone Natura 2000. 11 des espèces d'oiseaux se trouvent dans cette zone protégés et seront perturbés par le projet. Mais si l'on regarde la périphérie
de ce projet. En fait, comme le projet se trouvera en périphérie, les conséquences ne seront pas significatives non plus. La terre, le sol et les eaux ont été étudiés. Bien sûr, pendant les chantiers, il y a des risques de pollution des sols, des mouvements de masse importants seront faits. Alors, le sol sera compacté, il sera moins perméable, il y aura des impacts sur le cours d'eau Moltabar, un impact sur le site repris au cadastre des sites potentiellement contaminés. Le climat a été étudié. Oui, il y aura des répercussions négatives sur le microclimat. Difficile de chiffrer cela avec exactitude. Ça dépend un petit peu de l'évolution de la fluidité du trafic. Bon, c'est vrai que la fluidité du trafic peut tout de même avoir des effets positifs sur le microclimat. Alors, agriculture, des pertes de surface agricole seront perdues et qui ne pourront pas être réutilisées. Cela représente 10 hectares. Pas de sylviculture, donc à ce niveau-là, pas de contraintes. Voici une liste de mesures de réduction, d'atténuation et de compensation. Nous devons faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de pollution pendant la phase de construction. Toutes les machines utilisées devront fonctionner à l'huile biodégradable, par exemple, à l'essence biodégradable, par exemple. Et il faudra perméabiliser à nouveau le sol. Et puis, il y a des séries de végétation. Et puis, il faudra également compenser l'impact sur la faune, sur la flore. Pour cela, il nous faudra 10,58 hectares. Même chose pour la flore. 3,04 hectares seront nécessaires. Et il est possible de combiner les différentes mesures. Alors, pour ce qui est du site Moltert, oui, il faudra... Bon, il a cette décharge, puis la création des bassins de rétention, la renaturation de la Moltabar. Si maintenant... il faudra donc prévoir un bon filtrage en cas d'incident, en cas d'accident. Et puis, il y a également des mesures en relation avec le patrimoine à détailler, si jamais quelque chose est trouvé, donc une documentation sera établie. Alors, une image sur ces 10 hectares. Un grand merci aux communes, à l'excellente coopération, parce qu'il fallait trouver ces 10 hectares rapidement. Cela a été fait. Il y a même déjà un projet qui est envisagé en coopération avec Sicona. Donc, quels sont les éléments à mettre en place pour que les espèces concernées migrent vers ces zones? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, les autorisations des communes, nous les avons. Alors, l'état d'avancement actuel. Quelles sont les différentes étapes de l'EIE? Aujourd'hui, nous venons de présenter le projet et en novembre-décembre, nous pensons que cette consultation publique se réalisera au niveau des communes. Il y aura ensuite la conclusion motivée, la décision du gouvernement en conseil. Donc, normalement, en mars 2022, le projet sera adopté. Mais bon, c'est une estimation, c'est prévisionnel. Maintenant, pour ce qui est des fouilles archéologiques, là aussi, il faut des autorisations. Nous l'avons déjà demandé l'année dernière. Elle nous a été accordée. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'archéologues dans ce pays. Il y a quelques agences qui le font, mais qui sont très occupées. Alors, les mesures CEF, là aussi, il nous faut une autorisation pour réaliser ces mesures d'atténuation anticipée. Donc, nous avons demandé, et cette autorisation nous a été accordée, et par exemple, devra être renaturée, donc nous avons envoyé un complément fin août. Nous sommes en train de demander des devis pour réaliser toutes ces mesures. Dernière diapo, la planification. Nous sommes au mois de septembre. Alors, voici la nouvelle EIE. En bleu, le temps que nous y avons consacré.
Maintenant, les autorités compétentes en matière d'environnement doivent examiner le tout. En gris, les archéologues, indépendants, puis 2 mois de consultation publique auprès des communes, conclusion motivée, conseil gouvernemental, et en rouge, l'objectif, l'arrêté ministériel. Pour ne pas perdre trop de temps, beaucoup de choses se font en parallèle envers les mesures anticipées qui pourront être réalisées à partir de cette année, une fois que les commandes seront faites. Et ce qui est important, les appels d'offres sont lancés en parallèle. Vous voyez ici le dossier de soumission, en bleu les appels d'offres. Normalement, ce sera pour octobre de cette année. Et l'année prochaine, je dirais au mois de mai, nous serons prêts pour commencer, pour démarrer. 2 ans et demi de chantier, fin 2024, ça devrait être finalisé. Bien sûr, vous pourrez télécharger ce dossier sur transport.lu et l'examiner, l'esprit tranquille. Merci pour cette présentation. Et maintenant, c'est à vous, au premier, de commencer. Mais vous devez vous rendre auprès du micro pour le son. Oh, j'ai l'impression que tu as été tellement clair. J'ai dépassé la demi-heure. Je lui avais dit, si tu arrives à parler plus de 30 minutes, il n'y aura pas de questions. Je n'aurais pas dû lui dire ça. Je vous en prie. Donc, approchez-vous du micro. Pour la retransmission, cela est essentiel. Que doit-on faire pour avoir accès direct à la route principale? Vous avez mis l'arrêt de bus en plein milieu de la rue. Le 35, vous en faites un chemin cyclable. J'ai reçu 2 plans de Fernand Close. En fait, la question a été pratiquement inaudible, mais voici la réponse. Pourquoi accès au contournement? Et pas pour des tracteurs non plus. Lorsque un camion ou un tracteur peut sortir d'un chemin à 30 km/h, 20 km/h et rencontre une voiture à 70 km/h, c'est une zone de rencontre qui peut être difficile, mais cette zone est très large. Moi aussi, je connais les plans anciens. Interjection dans la salle que nous n'entendons pas. Je dois garantir la sécurité. Nous avons tout fait. Il y a des interjections depuis la salle qui sont inaudibles. Vous aurez accès à votre ferme via un chemin de 4 mètres de large. Un tracteur peut très bien rencontrer un cycliste et cela ne posera pas de problème. Si je me retrouve régulièrement en vélo sur ce genre de chemin, je n'ai jamais eu de problème. Les questions sont posées sans micro, malheureusement, nous n'entendons pas. Mais qui vous insulte ? Savez-vous, dit le ministre, c'est un problème fondamental que nous avons dans notre société, l'absence de respect. On s'engueule, on s'insulte. Cela n'a rien à voir avec la construction d'une route. Monsieur Voltaire l'a bien montré. Nous avons fait
ou avons fait faire un audit de sécurité qui regarde dans le détail tous les risques. Et bien entendu, nous respectons cela. Si par la suite, on devait rajouter quelque chose qui est contraire à l'audit de sécurité, à ce moment-là, ce sera nous qui serons responsables et pas vous. Chemin cyclable, il peut y avoir des accidents un peu partout, mais un chemin cyclable, une route, un trottoir, cela ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a un code de la route, un comportement à respecter, un côté sur lequel on doit se tenir, et si sur un chemin, la circulation avec des tracteurs est autorisée, à ce moment-là, c'est autorisé. Et il faut respecter cela, cette autorisation, mais il faut toujours avoir du respect. Alors, il y a peut-être des usagers qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il fait ici il n'a pas le droit d'être là. » Non, moi je dirais revenons au respect. Au respect, nous devons pouvoir respecter. Ce n'est quand même pas le Tour de France qui passe tous les jours devant votre ferme. Malheureusement, le public pose des questions qui sont davantage des interjections sans micro. Je crois, dit le ministre, qu'il faut faire preuve d'un peu de bonne volonté. Monsieur Voltaire vous l'a expliqué. Je comprends. Tout un chacun aimerait avoir un accès direct. Moi aussi, bien entendu, il faut que tout aille tout de suite directement. Mais il faut voir les circonstances également. Et puis vous avez reçu les explications. Un audit de sécurité a été fait et qui a montré que c'est ce que nous vous avons présenté qui doit être appliqué. Et ça a été fait avant que certaines études aient été faites. Monsieur Lai, à l'époque, et les ponts et chaussées à l'époque, bien entendu, essaye d'avoir des contacts avec les citoyens. S'il y a une demande particulière, on essaye d'en tenir compte, de regarder. Mais il y a ensuite les études de détail, il y a les études de sécurité. Et puis, ce n'est pas que vous n'aurez plus l'accès, mais vous aurez accès. Bonsoir, Jacques Affin. J'ai une question. Dans vos études, est-ce qu'on a pensé à la compatibilité de ce contournement avec le contournement de la commune de Dipar? Est-ce que c'est compatible avec une variante est ou est-ce qu'on pense déjà à une variante ouest? Le ministre. D'abord, on va construire ce contournement-ci et après, on verra si on fait l'Est ou l'Ouest. Ce que je vous propose, c'est de devenir candidat aux élections et de faire mieux que ce qui est fait actuellement. Moi, je vis à un endroit où j'ai une charge importante de voitures, de passage. 25 000 voitures passent devant ma maison tous les jours. Personne ne veut avoir de la circulation devant chez soi. Mais je reviens à votre question. Construire un contournement. Regardez les difficultés que nous avons eues ici. Moi, j'aimerais bien commencer dès demain à construire, s'il est prouvé que tout est faisable. Mais il faut faire une étude détaillée, puis ce n'est pas facile. Il faut voir ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qui a un sens également. Nous avons ici été en procédure pendant 12 ans, mais il y a des contournements qui ont mis 35 ans. Ici, je ne veux pas de cela. Il est important de ne pas faire d'erreur. Et ceci n'empêche rien. Et il est trop tôt pour savoir exactement ce que nous allons construire au-delà. Mais
Vous pouvez, lors des prochaines élections, élisez celui que vous voulez. Si quelqu'un vous promet de construire ce contournement en 5 ans, votez pour lui, mais il ment. Ce n'est pas possible, je vous le dis. Alors moi aussi, je souffre de cette lenteur, mais il faut respecter la loi, il faut respecter les choix. Alors, toute décision que l'on prend a des pour et des contre. Il faut regarder l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Quand on a de la responsabilité politique, voilà comment il faut décider. Quel calme tout à coup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous en prie, madame, et merci de vous rendre auprès du micro et de parler dans le micro. Dans le micro, effectivement. Nous sommes exactement cette maison qui est au carrefour hanté. Alors, je voudrais un renseignement. La maison, la dernière à gauche, elle est à quelle distance de ce carrefour hanté? Laurent le sait certainement, je ne le sais pas. Mais vous avez toujours les réponses. En fait, je suis curieuse, c'est tout, parce que ça m'intéresse. Moi, je pense que c'est 100 mètres. Alors, j'ai peut-être bien estimé. C'est donc davantage 100 mètres que 25 mètres, donc pas devant notre porte directement. Mais est-ce qu'il y aura davantage de bruit pour nous à l'avenir? Non, non, non. La circulation passe devant votre porte d'entrée. Ça ne peut pas être pire. Ceux qui sont directement au rond-point, ceux qui ont connu 36 décibels contiendront peut-être 36,3 parce que le giratoire est un peu plus large, mais pour les autres, ce sera une diminution et ce ne sera certainement pas pire pour vous, madame. Une question, madame? Vous avez dit que vous allez recevoir les archéologues, mais il y avait un village racing. Il y avait tout un village qui était là. Monsieur Voltaire l'a expliqué. C'est la raison pour laquelle les archéologues vont venir, parce qu'ils s'attendent bien à ce qu'ils trouvent des vestiges. Nous n'allons pas faire des fouilles en profondeur, c'est simplement pour voir quelle est l'histoire de notre pays, de faire une évaluation de ce que nous avons, de ce patrimoine, mais nous allons refermer. Les travaux vont commencer, nous allons faire les sondages, le timing, la programmation, vous avez vu, ça va être terminé avant le début des travaux. Les bassins de rétention, ils seront bien construits. J'espère en tout cas mieux que les bassins de rétention des CFL à la gare d'Ipar. Ça, c'est une catastrophe. C'est terrible. Il n'y a pas d'entretien. Est-ce que vous allez mieux entretenir cela? Alors, ces bassins vont connaître un vieillissement naturel. Bien sûr qu'il y aura de l'entretien, un entretien régulier, mais nous ne l'excluons pas de la nature. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons faire une gestion de l'eau. Monsieur Bombardella, vous aussi, vous devez prendre un micro, s'il vous plaît. Simplement pour dire au fait, c'est un ouvrage d'art également. Et les ouvrages sont contrôlés de manière régulière. Nous avons un contrôleur des ouvrages d'art qui fait le tour du réseau
Et s'il devait y avoir des anomalies, alors évidemment, il y aura des interventions. Alors s'il s'agit, comme M. Voltaire le dit, dans ce sens où il y aura un vieillissement naturel qui est souhaité, très bien. Si on nous le signale, on peut envoyer quelqu'un sur place et cette personne pourra voir s'il y a quelque chose d'anormal ou non. Mais tous ces ouvrages, vous soyez rassurés, quels qu'ils soient, de par leur nature, sont contrôlés. Eh bien, si Madame a effectivement fait cette remarque, je propose que vous envoyiez quelqu'un sur place pour voir ce qui se passe. D'autres questions ou remarques? Bonsoir, Monsieur le ministre. Shaul, conseiller de départ et membre de l'initiative populaire. Merci d'être venu ici pour ce projet que nous attendons depuis très longtemps. Alors, DIPAR, donc, nous applaudissons des deux mains. Ce qu'il faudra voir, c'est qu'une partie de DIPAR Gare, qui aura donc un cul-de-sac, ne doit pas être séparée entièrement de notre commune, ne doivent encore faire partie physiquement de la commune. Mais une question qui a été posée indirectement, c'est que indirectement, les automobilistes font des détours pour éviter la gare de DIPAR. Donc à l'avenir, ils vont utiliser le contournement. Alors a-t-on analysé l'impact du contournement de DIPAR Gare que nous aimerions avoir? Aura donc l'impact sur la Nationale 5 avec la circulation soit vers Pétange, vers Luxembourg. Et ensuite, le monsieur des CFL a montré le parking qui sera agrandi à la gare avec 170 emplacements. Est-ce qu'une étude a été faite? Parce que d'où vont venir les gens depuis le contournement jusqu'à la rue des Trois Cantons? Combien de mouvements y aura-t-il suite à ce parking par jour? Parce que là, il y aura de nouvelles nuisances. Alors, j'espère que ce sera raisonnable, mais vous avez peut-être déjà des éléments d'étude concernant les répercussions du contournement sur la route principale de DIPAR et les répercussions du parking. Eh bien, moi, je vais répondre à la deuxième et M. Voltaire à la première. On a dit actuellement, il y a à peu près 80 places de stationnement, donc on va avoir à peu près 170 emplacements. Donc c'est un parking relais. Donc la voiture sera là toute la journée, en principe, pour les gens qui vont prendre le train. Donc j'imagine que le matin et le soir, il y aura des passages. 170 emplacements, c'est assez modeste. C'est ce que l'on peut voir sur d'autres sites. L'impact est faible. Aux extrémités des réseaux, là, ça a un sens d'avoir des stationnements plus importants, énormes, parce que sinon, on aura ce que vous craignez, à savoir que cela va attirer la circulation de toutes les régions. Mais 170 emplacements, c'est modeste. Cela correspond à ce que nous avons le long de l'itinéraire vers le nord, Mersch, et puis vers le sud, Pétange. Ceci sera modeste.
Monsieur Voltaire, je suppose que vous avez fait des simulations pour la deuxième partie de la question. Pour le rond-point, ça a été fait dans le cadre de l'étude N5, où on a étudié comment fonctionne ce giratoire. Actuellement, il ne peut pas fonctionner parce qu'il y a trop de voitures. Donc, on a pris les heures de pointe. À l'ouverture de la barrière, là, il y a plus de voitures et moins par la suite. Et au rond-point même, ce ne sera pas pire que maintenant. Au pire, ce ne sera pas pire qu'au pire des moments de maintenant. Donc, par moment, les heures de pointe pourraient être décalées. Mais si maintenant, il y a 6 ou 7 000 voitures qui empruntent cette route, à ce moment-là, il y aura peut-être 8 9 000 à l'avenir, mais une partie ne prendra peut-être plus la voiture, mais le train ou le vélo. Mais il ne faut pas oublier une chose. Au ministère, nous travaillons au plan national de mobilité 2035 avec une analyse de l'évolution du Luxembourg. Il y a pas mal de projets qui sont prévus sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas oublier notre objectif à l'avenir, c'est qu'il y ait davantage de circulation sur les transports publics partout, une situation que nous améliorons partout. Donc on ne peut pas prendre la situation actuelle et extrapoler, parce que si nous raisonnons ainsi, il n'y a plus rien qui marchera au Luxembourg. Nous ne pouvons pas continuer comme maintenant, pas pendant 15 ans encore, parce que sinon, automatiquement, ce sera l'embouteillage sur l'ensemble du territoire. Alors, on aura une solide bronchite et pas simplement des bouchons. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un point mort économique, d'une croissance économique. Non, il nous faut organiser la mobilité différemment. Et la circulation, elle doit être analysée comme un tout et pas extrapoler, je l'ai déjà dit à l'instant, la situation actuelle. Nous travaillons à ce plan national. À vous, monsieur. Eh bien, si j'ai bien compris, au cours des 4 années prochaines, nous vivrons encore avec la barrière. 4 ans? Oh, j'ai rajouté les retards, mais il n'y aura pas de retard. Une fois que l'on va commencer, ça va aller. Monsieur Bombardella est là. Est-ce que c'est lui l'interlocuteur qu'il faut pour la question que je vais poser? La barrière est fermée un maximum de 40 minutes par heure. Disons entre 30 et 40 minutes par heure, si ça vous agrée. Je prends souvent le train de départ à Luxembourg-Ville. Je suis toujours à temps, puis tout à coup, la barrière est fermée, mais il n'y a pas de train. Et j'attends, et j'attends, et j'attends 4-5 minutes avant le passage d'un train. Je sais qu'il y a eu des démarches déjà qui ont été faites, que vous êtes intervenus auprès des CFL, mais c'est lamentable qu'une barrière doive se fermer 4 minutes avant l'arrivée d'un train depuis Pétange. Et j'estime que toute minute que l'on gagnerait, eh bien, ce serait un véritable cadeau pour les riverains. Même 3 minutes, c'est encore long, mais gagner 1 minute, c'est déjà énorme. Alors, on nous a donné des excuses, qu'on ne pouvait rien faire, que ce n'est pas possible de faire autrement. Mais lorsque le train sort de la gare de Schuweiler, la barrière de départ doit être fermée. C'est ce qu'on nous a dit, mais il doit y avoir quelque chose à faire. Croyez-moi, d'un point de vue objectif, et il n'y a pas
de raison de garder un passage à niveau, une barrière fermée pendant plus longtemps que nécessaire. Non, il y a des contraintes techniques à respecter. Pensez au temps de freinage d'un train. Monsieur le ministre, excusez-moi d'intervenir, mais je prends beaucoup la voiture, la moto. Il y a beaucoup de barrières dans ce pays qui sont fermées 1 à 2 minutes, mais jamais 4 minutes. Intervention dans la salle, hors micro. Ok, donnons la parole à Monsieur Bombardella qui pourra s'expliquer. Mais une chose est claire en tout cas. Nous en avons beaucoup discuté avec eux et les gens ne sont pas de mauvaise volonté. Alors, si quelque chose est possible, si on ne pouvait gagner que 30 secondes, on le ferait évidemment. Monsieur Bombardella, peut-être qu'il nous faut quelques explications supplémentaires. Alors, c'est un peu plus compliqué que cela, mais peut-être que ça vaut la peine de donner une explication. Pourquoi est-ce que cela prend tout ce temps? Il y a 2 types de barrières. Un premier type de barrières sont fermées 1 à 2 minutes, peu de temps, 10 secondes avant que le train n'arrive. Ce sont des barrières automatiques qui sont activées par induction par les trains directement. Ces barrières, elles ont été aménagées là où c'est possible, partout où c'est possible. À Dieppe, malheureusement, ce n'est pas possible parce que nous sommes ici dans une gare et dans une gare, il y a des raccordements de rails et le train arrive par un rail, peut ressortir par une autre voie ferrée en fait. Et à ce moment-là, il faudrait éteindre le passage à niveau à un autre endroit. Et donc, il faudrait d'autres éléments. En fait, dans une gare, c'est plus difficile parce qu'un train peut emprunter différentes voies. Donc, c'est une question d'aiguillage. En tout cas, la barrière dépend du signal. La barrière doit d'abord être fermée. Ça, c'est une condition pour que le conducteur, enfin pour que l'aiguilleur puisse envoyer le train dans cette direction, sur cette voie. Et pour que le trafic ferroviaire soit fluide, nous ne voulons pas qu'il y ait tout le temps des stop and go pour les trains, mais que la circulation soit fluide. Et donc, le signal doit être activé suffisamment à l'avance pour que le train puisse rouler de manière fluide. Le grand écart à réaliser est le suivant. Bon, vous dites que nous fermons les barrières comme nous l'entendons. Non. Alors, à certains endroits, et c'est le cas ici à la gare de Dieppe, il y a des installations automatiques qui sont programmées et qui cherchent le meilleur moment pour ouvrir le signal et pour que le passage à nouveau soit fermé le moins longtemps possible. Et il y a 1 an, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Et nous avons amélioré de 25% le temps de fermeture. Mais ça, c'est le maximum que l'on peut obtenir à cet endroit-là. Vous avez raison dans ce que vous dites. Aujourd'hui, j'étais sur place d'ailleurs. Alors, si le train sera 26, eh bien, la barrière sera fermée à 20. En tout cas, c'est important de supprimer ce passage à nouveau pour que le trafic puisse être fluide, tant pour les automobilistes que pour les trains. Oui, les barrières ne sont pas simplement supprimées pour fluidifier le trafic routier, mais également ferroviaire. C'est un obstacle pour le train également sur son itinéraire. Oui, je vous en prie. Une question
à propos du calendrier de ce projet. Alors, si j'ai bien compris, le public pourra consulter le dossier à la fin de l'année. Maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un trouve un cheveu dans la soupe ou a une objection? Dans quelle mesure est-ce que cela pourrait encore retarder, voire perturber le projet? Les communes peuvent introduire un recours, les citoyens peuvent introduire un recours, peuvent émettre un avis, et la commune doit nous transmettre ses avis, ses remarques que nous examinons, puis nous tirons une conclusion, et le citoyen, s'il le souhaite, il peut également ester en justice. Mais quand je vois tout le travail qui a été réalisé, il faudrait déjà passer par un référé pour stopper, mettre à l'arrêt le projet et que le référé soit accordé. Bon, heureusement, les pouvoirs sont bien séparés, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. En tout cas, d'après mon expérience, si jamais un référé obtenait gain de cause, il faut vraiment que l'argumentation soit extrêmement solide. Alors, un référé ne sera jamais gagné s'il s'agit d'un petit point de détail. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Et puis, oui, si le référé n'est pas accueilli, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut contester le projet sur le fond, demander une compensation, mais en tout cas, ça ne permet pas de stopper le projet. Nous sommes dans un état de droit, c'est une bonne chose, et tout un chacun peut être concerné et estimer qu'il a été, que ses droits ont été lésés, et peut donc rester en justice. Mais je suis tout de même optimiste, parce que d'après les expériences que j'ai faites, une fois que nous arrivons à ce stade-ci, nous avons déjà parcouru le plus long du chemin. Alors, Monsieur Voltaire nous a montré tout le marathon qui a été effectué pour arriver jusqu'au stade où nous en sommes aujourd'hui. Oui, l'exploitation agricole, vous avez promis à Monsieur Gilles qu'il aura un accès sans remettre en question la sécurité. Il serait possible de prévoir un accès à partir de Récamp. Je pense que c'est ce qui intéresserait le plus de Monsieur Gilles. Donc, prévoir une voie de décélération et où il pourrait, et un élément qui pourrait être emprunté à droite. Pour, à ce moment-là, il aurait la moitié des accès, et puis l'autre moitié des accès passerait par ce que vous avez évoqué. Je vais vous montrer comment accéder à cette exploitation. Vous le voyez ici à l'écran. On passe par le rond-point, on passe par ce pont, et de l'autre côté également. Je viens de vous montrer comment il est possible d'accéder à cette exploitation agricole des deux côtés. Les deux directions sont possibles. Ce ne sera pas une perte de temps en tracteur. Ce sera beaucoup plus simple que de commencer à prendre des virages avec des remorques, etc. S'il n'y avait eu qu'une seule direction, vous auriez eu raison. Mais il peut entrer des deux côtés. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que vous savez combien de champs il y a dans ce pays, nord, sud, est, ouest, et que cela fonctionne. Il n'y a pas tous les jours un accident entre un automobiliste, entre un chauffeur de tracteur et un cycliste. Bon, on ne peut jamais exclure un accident. On espère bien sûr que ça ne se produira jamais, mais c'est une réalité. En tout cas, cette situation, elle existe à de nombreux endroits dans ce pays, sur de longs kilomètres, et ce n'est pas non plus comme s'il y avait énormément d'accidents. Bien sûr, si l'on n'est pas prudent, si l'on n'a pas de chance, un accident ne peut jamais être exclu complètement. Intervention hors micro, oui. Mais je pense que M. Voltaire vient nous expliquer encore une fois. Intervention hors micro dans la salle, nous n'entendons pas ce qui se dit. Mais cette voie, ce chemin à 4 mètres. 4 mètres,
Et nous avons vu sur des photos où l'on voyait bien qu'un tracteur normal pouvait croiser un cycliste sans aucun souci. Je pense que le danger d'avoir un tracteur sur le contournement serait beaucoup plus important que sur ce chemin de terre. Là où il y a beaucoup de circulation, où la vitesse est élevée, pas simplement ici, mais ailleurs également. Nous veillons à ne pas injecter les machines agricoles dans le trafic normal. C'est dans l'intérêt de la circulation également, mais comme l'a dit Monsieur Voltaire, vous pouvez accéder des deux côtés. Et je n'ai rien promis à monsieur. Quand vous a fait cette promesse, dites-moi. Non, il a été dit voilà, qu'une promesse avait été faite. C'était quand, s'il vous plaît? Dites-moi quand. Intervention au micro. 2007, voilà. Nous sommes en 2021. Vous avez vu combien de travaux ont été réalisés, combien de travail a été réalisé pour ce projet. J'ai connu M. Lai. M. Lai est un fonctionnaire engagé qui prenait au sérieux les préoccupations des gens, mais entre 2007 et 2021, la situation a évolué. En 2007, toutes ces études n'avaient pas été réalisées. En 2007, personne ne pouvait dire que tel ou tel projet sera réalisé. Non, parce qu'il y a toute une série d'études qui devaient encore être réalisées. Oui. Monsieur le ministre, tout d'abord, merci beaucoup. Je suis heureux de pouvoir discuter ce soir. C'est un projet passionnant qui permettra de retrouver une qualité de vie à tous les niveaux. Nous l'avons vu dans la présentation. Il a été dit ce soir qu'il faut tourner notre regard vers l'avenir et nous nous réjouissons de cette évolution. Malgré tout, il faudrait également tirer les enseignements. Vous l'avez dit, cela a pris trop de temps. Vous l'avez dit, quand on parle du contournement de la commune de Dieper, même si on le promet aujourd'hui, il ne sera pas construit en 5 ans, et vous parlez maintenant, vous êtes en train de réfléchir au concept de mobilité 2030-2035. Oui, il faut tout de même réfléchir à la manière dont le contournement de la commune de Dieper pourra être réalisé un jour. Alors, je l'ai déjà dit en privé, je le dis encore une fois, il faudra vraiment réfléchir aux différentes variantes qui sont réalisées. Parce que si on ne mène pas ces réflexions à temps, on voit bien le temps que tout cela peut prendre. Ici, nous parlons de 2,5 km, alors les futurs contournements, ce sera encore beaucoup plus complexe. En tout cas, il faut s'y atteler à temps. Dans le plan sectoriel transport, ce projet est repris à côté d'un grand nombre d'autres projets. Tous ces progrès qui figurent sur ce plan sectoriel transport, nous y travaillons. En tout cas, pour ce qui est des études préliminaires, oui, cela prend du temps. Et chaque fois que nous nous sommes vus, je vous l'ai dit. En fait, alors, au nord, beaucoup de choses ont été faites petit à petit, c'est vrai. Et au début de la législature, les gens me disaient « faites ceci, faites cela, construisez une autoroute, faites ceci ». Et je pourrais dire « vous avez raison, je vais m'en occuper, dans 2 ans, ce sera prêt ». Je vous raconterai des salades, des histoires, et puis vous sortez de la salle tout satisfait. Mais moi, je ne veux pas mentir, c'est la pire chose que l'on puisse faire, c'est d'aller dans une réunion citoyenne pour avoir la paix, simplement raconter n'importe quoi alors qu'on sait très bien que ce n'est pas possible, que ce n'est pas faisable parce que l'on fait preuve de réalisme et l'on sait très bien que de tels projets prennent du temps. Il faut bien réfléchir, il faut faire toutes les études requises et ce n'est pas simplement pour le contournement ici. Il faut également avoir une vue d'ensemble, comment se feront les raccordements, comment va évoluer la circulation. Ce sont des études qui prennent du temps. Bon, le bien-être dans ce pays
augmente, la prospérité augmente, mais cela entraîne des nuisances, c'est une réalité. Vous voyez simplement quelle a été la croissance de ces 10-15 dernières années, la dynamique actuelle. Et donc, oui, le plan 2035 vise à arriver à une situation où nous ne sommes plus en train de faire des chantiers en fonction des problèmes qui se présentent, d'être toujours à la traîne. Parce qu'en fait, si on n'anticipe pas, on va tout droit dans le mur, j'en suis convaincue. Mais croyez-moi, nous examinons tous ces projets qui figurent au plan sectoriel transport et ils ne sont pas peu nombreux, au contraire. Et nous faisons de notre mieux pour avancer sur tous les dossiers. Moi, je n'ai pas de préférence en termes de communes. Et l'objectif d'un ministre, c'est l'intérêt général. Pas d'autres demandes d'intervention. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre patience, pour votre écoute, pour vos questions, y compris pour vos remarques un peu plus critiques. Et nous espérons que le calendrier tel qu'il est envisagé pourra être respecté et espérons qu'en 2024, nous puissions inaugurer ce projet. Merci.